L'histoire commence avec un garçon nommé Harel assis à table avec sa famille. Le père d'Harel est surpris par le calme de son fils, qui dit ne pas avoir pu dormir en pensant à la classe de héros qu'il allait obtenir. Sa mère s'exclame également qu'elle est très émue, tandis que sa sœur aînée est convaincue que son frère surpassera tous ses camarades de classe. Sa mère est d'accord, pensant que son fils attirera toutes les filles grâce à son charme, ce qui inquiète la sœur d'Harel qui craint qu'il ne lui soit enlevé. Cependant, Harel est plus réaliste que sa famille, pensant qu'il deviendra simplement un garçon normal. Dans ce monde, les classes héroïques sont des dons accordés aux jeunes lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, qui leur permettent de se spécialiser dans diverses compétences. Lorsque le moment de la cérémonie de bénédiction arrive, tous les élèves se réunissent à l'école et un prêtre commence par le premier garçon. Il pose sa main sur le front du garçon et celui-ci voit rapidement une image de feu et de marteau, confirmant qu'il deviendra forgeron. Le garçon court vers son père, rayonnant de joie, et le prêtre commence à évaluer tous les élèves restants. Quand vient le tour d'Harel, sa sœur dit qu'il recevra certainement une bénédiction spéciale. Il s'approche du prêtre tandis que sa famille l'acclame. Les gens commencent à chuchoter, envieux d'Harel. Ils pensent qu'il recevra des cours avancés comme ses parents, Farah et Léon, qui sont respectivement la princesse de l'épée et le magicien. Lorsqu'Harel s'approche du prêtre, il ferme les yeux et se concentre, mais il ne voit rien. Le prêtre est surpris qu'il n'ait pas de bénédiction et annonce qu'Harel est un cas rare de héros sans classe. La famille d'Harel perd immédiatement son enthousiasme, pensant qu'elle a été trompée et que le garçon est un raté sans talent. Le lendemain, Harel commence à pratiquer l'art normal de l'épée. Ses parents lui assurent qu'ils ne le chasseront pas de la maison. Harel leur dit qu'il va bien et qu'il ne veut simplement pas être un parasite, tandis que sa sœur promet de continuer à le soutenir. Voyant à quel point sa famille est inquiète, Harel leur rappelle une fois de plus qu'il a toujours pratiqué l'escrime avec sa mère, et qu'il peut donc encore être utile même s'il n'a pas de classe. Cependant, il pense que sa mère est une mauvaise enseignante car elle le bête toujours à l'entraînement grâce à sa force incroyable. Alors qu'il termine son explication, la mère d'Harel est heureuse que son fils soit si sage. Son père, quant à lui, pense qu'il pourrait vraiment réussir à trouver un vrai travail. Voyant tout le monde le flatter, Harel se lasse de l'attention de sa famille et part s'entraîner. En entrant sur le terrain d'entraînement, Harel trouve 2 élèves de la classe d'escrime qui s'affrontent avec leurs épées. Pendant qu'ils se battent, les garçons remarquent Harel et lui demandent ce qu'il fait là sans cours. Il répond calmement qu'il va s'entraîner comme eux, mais les garçons lui disent qu'ils s'amusent simplement avec leurs épées, car ils n'ont pas besoin de s'entraîner grâce à leurs cours. Il propose ensuite à Harel de lui montrer les compétences qu'ils ont acquises grâce à leurs cours et recommence à se battre. En les regardant se battre, Harel remarque à quel point leurs mouvements sont fluides grâce à leur classe d'épéiste et demande aux garçons de se battre contre lui. L'un des garçons se moque de son audace à le défier sans classe, mais Harel pense qu'il n'en a pas besoin. Se sentant insulté, le garçon accepte le défi d'Harel pour lui donner une leçon. Avant de se battre, le garçon demande à Harel de s'assurer qu'il bénéficie toujours de la bénédiction protectrice, un bouclier temporaire que tout le monde obtient à la naissance et qui se recharge lorsque l'utilisateur ne subit aucun dommage. Harel acquiesce et confirme qu'il ne perdra pas la vie à cause des puissantes attaques du garçon et lui dit de se préparer pour le duel. Furieux de ses provocations incessantes, le garçon charge Harel et brandit son épée, mais celui-ci la pare facilement, à sa grande surprise. Harel esquive ensuite un autre coup avant de bloquer le garçon dans une parade. Le compagnon du garçon pense qu'il s'amuse simplement et lui dit de terminer le combat, mais celui-ci lui répond qu'Harel n'est pas si facile à vaincre. Alors qu'il continue à échanger des parades, le garçon se rend compte qu'il ne peut pas battre Harel tout seul, alors il triche et demande à son compagnon de s'allier contre lui. L'autre garçon attaque Harel par derrière, mais celui-ci perçoit l'attaque et l'esquive. En regardant les 2 garçons se disputer, Harel se rend compte que leur classe n'aide pas les garçons à travailler en équipe et intervient pour les achever tous les 2. Les garçons le voient arriver, mais soudain, Harel disparaît avant d'apparaître sous l'un d'eux et de le mettre au tapis d'un coup de poing à la mâchoire. Alors que son coéquipier tombe, l'autre garçon se précipite pour attaquer Harel, mais trébuche sur son ami, donnant à Harel l'occasion de le mettre également à terre. Les 2 garçons étant à terre, Harel annonce calmement qu'il a gagné le combat. Mais il se met en colère et affirme qu'il les a attaqués alors qu'ils avaient baissé leur garde. Quand il demande à Harel de prendre sa revanche, il accepte, mais un autre garçon avertit les autres de ne pas recommencer, leur rappelant qu'ils ne peuvent pas trouver d'excuses futiles sur le champ de bataille. Quand le garçon aux cheveux roux dit qu'ils sont une honte pour tous les épéistes, l'un des 2 garçons tente de lui répondre, mais son ami lui rappelle le statut élevé du garçon.
Le garçon aux cheveux roux s'approche alors d'Arel et lui demande s'il est le fils de la princesse épéiste Farah. Quand Arel acquiesce, le garçon le félicite d'avoir appris une technique d'escrime solide auprès de sa mère. Cependant, il rappelle à Arel que les deux épéistes qu'il a vaincus ne sont que des enfants inexpérimentés. Tout en pointant son épée vers lui, il le défie dans un véritable combat. Le garçon déclare qu'il va démontrer la véritable puissance de la classe des épéistes, tandis que les deux autres garçons se demandent s'il est le fils du capitaine de la sécurité du village, Evans. Le garçon confirme son identité et Arel se souvient que le père du garçon avait l'habitude de contacter sa mère pour chasser des monstres. Arel trouve que le beau garçon ne ressemble pas du tout à son père et se demande s'il deviendra lui aussi un homme à l'apparence bourrue. Le garçon trouve injuste que, malgré les grandes qualités de son père, la mère d'Arel lui ait injustement retiré le titre de meilleur épéiste du village. À ces paroles jalouses, Arel comprend que le garçon ne fait que passer sa frustration sur lui parce qu'il déteste sa mère. Le garçon lui dit qu'il a hérité du talent d'épéiste de son père, et qu'il va donc vaincre Arel pour prouver que sa famille est supérieure. Les deux garçons lèvent leurs épées pour commencer le combat et le garçon aux cheveux roux attaque le premier. Les deux autres garçons sont choqués de voir qu'Arel parvient à tenir tête au garçon aux cheveux roux alors qu'il n'a aucune classe. En regardant le garçon manier son épée, Arel admet qu'il est beaucoup plus fort que les deux autres, mais que ses mouvements sont guidés par la colère. Arel attend qu'il commette une erreur et attaque dès qu'il trouve une ouverture. Cependant, le garçon déclenche une technique à double tranchant qui repousse Arel contre un mur. Le garçon aux cheveux roux est surpris que son premier coup ait été bloqué, mais il remarque qu'Arel a été blessé par le second. Le garçon explique qu'il s'agit d'une technique d'escrime qui ne peut être bloquée par quelqu'un sans classe. Cependant, Arel est déterminé à apprendre à la bloquer avec suffisamment d'entraînement et le garçon aux cheveux roux loue sa résilience. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel le regarde ronfler tard dans la matinée et elle essaie de le réveiller avec un baiser, mais il la frappe avec sa tête. La mère sourit et sert le petit déjeuner, et la famille s'assoit pour manger ensemble. La sœur d'Arel lui demande s'il a l'intention de s'entraîner à nouveau, et il acquiesce. Cela la met en colère, et elle lui dit de prendre son temps et de la laisser le soutenir. Cependant, Arel l'ignore et se lève pour partir, et sa sœur se demande pourquoi il sort s'entraîner tous les jours depuis qu'il est rentré à la maison réduit en bouillie. Farah la rassure en lui disant qu'Arel ira bien, lui expliquant qu'ils ont un secret qu'elle ignore. Elle emmène sa fille dehors et ouvre une caisse remplie d'épées cassées, révélant à quel point Arel s'est entraîné durant ces derniers jours. La détermination d'Arel réjouit également sa sœur, mais elle souhaite tout de même créer un monde où les personnes sans classe comme lui ne sont pas discriminées. Pendant ce temps, dans une forêt, Arel s'entraîne dur et se sent satisfait de sa force. Un gobelin le suit en se cachant dans les buissons. Il bondit pour l'attaquer avec sa massue, mais Arel se retourne et le bête d'un double coup, tandis qu'Arel se réjouit de son habileté. Un gros monstre rugit derrière lui. Il veut signaler la présence du monstre à la sécurité du village, mais il entend un cri. Arel jette un coup d'œil depuis un buisson et trouve le garçon aux cheveux roux avec un bras ensanglanté. Il remarque alors un gobelin géant et se demande pourquoi il est apparu. Arel comprend alors que le garçon aux cheveux roux s'entraînait comme lui et qu'il avait vaincu quelques gobelins sauvages, attirant ainsi l'attention du gobelin. Alors que le gobelin accule le garçon, Arel se prépare à lancer son attaque depuis la meilleure position. Le gobelin lève sa massue pour porter le coup fatal, mais Arel l'attaque soudainement avec un double coup d'épée. Arel remarque que le garçon a perdu sa bénédiction protectrice et lui demande s'il a de l'eau bénite pour soigner ses blessures. Le garçon regarde en silence sa bouteille d'eau cassée sur le sol, alors Arel lui offre son eau bénite. Ses blessures disparaissent et le garçon aux cheveux roux est agacé par la force qu'Arel a acquise. Arel lui rappelle qu'il s'agit seulement d'un double coup, mais le garçon lui demande comment il a pu apprendre cela sans suivre de cours, sachant que les gens ordinaires ne peuvent pas acquérir de compétences spéciales. Arel explique qu'il a poussé son entraînement à l'extrême pour acquérir cette compétence. Le garçon aux cheveux roux se sent confus, alors Arel lui explique qu'il a appris cette technique en l'adaptant à son rythme et à son jeu de jambes. Alors que le garçon se sent submergé par ces informations, Arel lui dit qu'il a entraîné la technique du double coup pour le battre lors de leur revanche. Impressionné par le dévouement d'Arel, le garçon aux cheveux roux accepte son défi pour le match revanche. Les deux garçons se préparent avec leurs épées et commencent leur duel par un double coup simultané. Le garçon aux cheveux roux est surpris par une attaque inattendue. Il se demande ce qui s'est passé, et Arel lui dit qu'il a ajouté un troisième coup. Arel explique que, comme il n'a pas obtenu de compétences prédéfinies par une classe, il peut modeler sa technique comme il le souhaite.
Le garçon aux cheveux roux pense que les compétences d'un épéiste ne devraient être inférieures à celles de personne. Harel lui dit alors qu'il le prouvera lors d'un autre combat. Cependant, la vitesse du troisième coup le prend encore au dépourvu et Harel le met au tapis. Harel révèle qu'il contrôle ses deux premiers coups afin qu'il soit plus lent et qu'il applique toute sa force au troisième coup pour prendre son adversaire au dépourvu. Se sentant complètement surpassé, le garçon aux cheveux roux serre les dents dans la défaite, tandis qu'Harel s'en va victorieux. Quelques jours plus tard, alors que la famille d'Harel est en train de dîner, Farah révèle que le fils d'Evan est parti s'entraîner à Brescia. Surpris par cette nouvelle, Harel demande ce qu'est Brescia et sa mère lui explique que c'est la ville des épées. Elle lui raconte qu'avant de se marier, elle s'entraînait dans une guilde là-bas et Harel est enthousiaste à l'idée de visiter la ville et d'explorer tout son potentiel en tant que héros sans classe. 5 ans plus tard, Harel, désormais plus âgé, se rend dans la ville de Brescia en calèche. Une femme à bord de la calèche demande à ses compagnons de voyage s'ils se rendent tous au même endroit. Un barbare épéiste lui répond froidement, alors elle lui demande pourquoi il est si en colère. Le barbare montre ses vêtements négligés, alors la femme explique que porter peu de vêtements est préférable pour sa classe d'épéiste. Soudain, le cocher arrête la calèche lorsqu'une horde d'orques sauvages apparaît devant eux et demande aux deux hommes de prouver leur puissance. Perdu leur arrogance précédente, les deux épéistes se font dessus de peur lorsque le roi des orques se présente. Cependant, Harel s'avance silencieusement et se jette sur la horde d'orques. Alors qu'Harel commence à mettre les orques en pièces, le cocher remarque son agilité fulgurante. Soudain, Harel tourne comme une tornade et abat tous les orques. À la grande surprise de tous, le cocher comprend immédiatement que l'habileté d'Harel à manier l'épée est la technique distinctive de la légendaire princesse de l'épée. Harel esquive l'arme lourde du roi des orques et lui enfonce son épée directement dans le crâne, qui tombe au sol, sans vie. Par la suite, Harel revient et demande au cocher de le conduire à la ville. Quand Harel dit qu'il veut devenir plus fort là-bas, l'homme lui fait remarquer qu'il est déjà trop puissant. Il surprend tout le monde en révélant qu'il n'a aucune classe. Il s'avère qu'il y a 5 ans, Harel a montré à sa mère la technique du double coup qu'il avait apprise. Harel lui a expliqué qu'il apprenait des techniques même sans avoir de classe. Harel lui a ensuite demandé de lui enseigner les techniques de la princesse de l'épée avant de se rendre à Brescia pour s'entraîner davantage. La mère d'Harel était fascinée par le talent de son fils et elle a immédiatement commencé à se vanter de lui auprès du reste de la famille. Le rêve d'Harel prend fin brutalement lorsque le cocher le réveille à Brescia. Harel remarque tous les épéistes autour de lui, repérant même de nombreux épéistes expérimentés. Harel pense que le cocher est lui aussi fort. Se sentant démasqué, le cocher explique qu'il est en réalité un chevalier sacré expérimenté. Harel lui demande alors pourquoi il fait le chauffeur sous-payé. L'homme explique que chaque fois qu'il se lasse de combattre, il fait une pause en travaillant comme cocher. Le cocher lui conseille ensuite de rejoindre une guilde d'épéistes pour commencer. Il lui révèle que la ville accueille de nombreux tournois d'escrime où il peut gagner beaucoup d'argent. Harel est enthousiaste à l'idée de combattre des adversaires plus forts, mais le cocher l'avertit de se méfier des guildes malveillantes qui existent. Peu après, Harel trouve la guilde Calvary qui recrute des chevaliers épéistes, ainsi qu'une guilde d'épéistes ouverte à tous. Soudain, une jeune fille court vers Harel pour l'embrasser, mais elle tombe par terre lorsqu'il l'évite. Alors qu'Harel est perplexe, la jeune fille lui demande s'il souhaite rejoindre une guilde. Lorsqu'il acquiesce, la jeune fille commence rapidement à promouvoir sa nouvelle guilde, mais Harel s'en va sans dire un mot. La jeune fille l'attrape et lui demande pourquoi il s'en va, alors il lui dit qu'il pense que sa guilde a besoin de nouveaux membres parce qu'elle est faible et que la jeune fille essaie de se comporter comme s'ils étaient une guilde célèbre de haut niveau. Mais Harel refuse de se faire escroquer. La jeune fille se présente sous le nom de Lilia et lui propose de sortir avec lui s'il rejoint la guilde. Harel lui répond qu'il n'est pas intéressé et la jeune fille reste sans voix. Il pense qu'elle est exactement comme sa sœur aînée, qui se comporte comme une femme sexy avec une poitrine plate comme une planche à découper. Soupirant pour se calmer, Lilia lui dit que Blackblood est la guilde la plus forte avec 8 épéistes de rang A. Elle indique à Harel où il se trouve et il se rend à leur grand quartier général. Cependant, le garde lui dit de passer un test pour entrer dans la célèbre guilde et Harel fait la queue pour s'inscrire au test. Lorsque vient le tour d'Harel, l'employé à la réception lui explique que la guilde n'accepte que les classes avancées. Quand Harel lui dit qu'il n'appartient à aucune classe, l'employé rit de manière désagréable et lui dit d'aller jouer aux billes dans la rue. Soudain, la pièce s'illumine lorsque des épéistes de haut rang entrent dans la pièce et Harel décide de tenter sa chance ailleurs.
Il essaie de visiter d'autres guildes, mais toutes le rejettent sans hésiter, ne voulant pas d'un plongeur sans classe dans leur guilde. Harel se souvient que sa mère lui a donné une lettre de recommandation pour l'aider à entrer dans son ancienne guilde. Alors qu'Harel décide d'entrer dans la guilde de sa mère, Lilia réapparaît, mais il l'ignore et s'en va. Lilia continue de le supplier de la rejoindre et de sauver sa guilde de son échec lamentable. Harel continue de refuser, alors Lilia propose de lui lécher les bottes pour le convaincre. Quand Harel trouve enfin le siège de la guilde, Lilia le rejoint à nouveau. Elle lui dit qu'il est le bienvenu et lui montre l'imposant quartier général. Harel se demande pourquoi sa guilde est si faible malgré sa taille, et elle révèle qu'ils ont perdu leur ancienne splendeur. Cependant, Lilia est convaincue qu'elle peut ramener la guilde Dragonfang, dirigée par le roi des doubles épées, au succès. En entendant ce nom, Harel se souvient que sa mère faisait également partie de cette guilde dans sa jeunesse. Finalement, il accepte de la visiter, et Lilia l'emmène à l'intérieur. Soudain, le père alcoolique de Lilia apparaît et elle se fâche contre lui. Lilia lui rappelle que le médecin lui a interdit de boire et qu'ils n'ont de toute façon pas d'argent pour acheter de l'alcool. Cependant, Harel comprend qu'il est le roi des doubles épées. Quand Harel remarque que l'homme a perdu un bras, celui-ci lui dit de quitter la guilde car elle va bientôt fermer. Lilia explique à Harel que son père était l'un des meilleurs épéistes de Brescia, mais que sa carrière a pris fin après qu'il ait perdu un bras. Elle pense qu'Harel ne rejoindra certainement pas leur guilde pathétique, mais il décide au contraire de les rejoindre. Une fois le contrat signé, Lilia découvre qu'Harel n'a pas de classe. Elle lui fait remarquer avec colère qu'elle a besoin de vrais épéistes pour sa guilde. Puis une femme nommée Rainer entre dans la pièce et Lilia se jette immédiatement dans ses bras. Lilia lui dit qu'un idiot sans classe a essayé de l'arnaquer et Rainer le reconnaît immédiatement. Harel est surpris qu'elle le connaisse, alors elle lui dit qu'ils sont originaires de la même ville. Rainer lui dit qu'ils se sont rencontrés il y a 5 ans, mais Harel répond qu'il n'aurait jamais pu oublier une beauté comme elle. Alors que le visage de Rainer devient rouge comme une tomate, Harel se souvient enfin avoir combattu un garçon aux cheveux roux. Rainer révèle qu'il est en fait la fille unique du capitaine Evans. Harel regarde la poitrine de Rainer, tandis que Lilia lui demande s'il est le garçon sans classe qui l'a battu. Lorsque Rainer acquiesce, Lilia est choquée que ce soit ce mendiant qui l'ait vaincu. Rainer lui dit qu'elle ne perdra pas cette fois-ci, car elle est devenue beaucoup plus forte. Encore bouleversée par sa précédente défaite, elle défie Harel pour une revanche au nom du bon vieux temps. Une fois que les deux épéistes sont sur le terrain, Lilia commence le combat. Rainer commence par un double coup d'épée et Harel pense pouvoir l'arrêter facilement, mais il est touché. Rainer explique que son épée est 5 fois plus lourde que d'habitude, il ne peut donc pas contrer son attaque avec la même technique que par le passé. Après qu'elle ait révélé que sa classe d'épéiste brute augmente sa puissance d'attaque, Harel se demande pourquoi Rainer dévoile ses secrets, mais elle répond que cela en vaut la peine pour le vaincre. Harel lui répond alors qu'elle ne peut pas le toucher avec sa vitesse. Rainer tente de le frapper, mais il disparaît dans une image résiduelle et réapparaît derrière elle, la frappant au cou. Sachant que la technique de l'ombre est une technique d'escrime suprême, Rainer est stupéfaite. Elle tente d'attaquer Harel à nouveau, mais il esquive tous ses coups. Il disparaît et la frappe à nouveau, mais elle se rend compte que ses attaques n'endommagent pas sa barrière protectrice. Rainer sourit avec satisfaction et révèle que les puissants épéistes ont une défense renforcée. Elle tente à nouveau d'attaquer, mais Harel l'esquive et contre-attaque. Quand il révèle qu'il a appris cette technique de sa mère, Rainer s'effondre, vaincu. En regardant le combat, Lilia est choquée, mais annonce la victoire d'Harel. Rainer est frustrée d'avoir perdu malgré le fait qu'elle soit devenue plus forte, et Harel la félicite pour ses compétences. Lilia se précipite pour la réconforter, en colère contre Harel qui la fait pleurer. De retour à la guilde, Lilia et lui l'entendent pleurer d'avoir perdu, malgré tous les entraînements des 5 dernières années. Par la suite, Lilia accepte joyeusement Harel dans leur guilde. Il remarque son changement d'attitude, mais elle se comporte comme si elle avait toujours cru en sa force. Lilia lui dit maladroitement qu'ils ont des dettes. Elle lui chuchote le montant à l'oreille, mais dit qu'ils peuvent tout rembourser s'ils gagnent le prochain tournoi. Lilia explique qu'elle avait besoin de 3 membres pour participer, et Harel demande pourquoi Rainer fait partie de leur guilde minable. Lilia révèle que lorsque Rainer est arrivé à Brescia, elle a été rejetée par toutes les grandes guildes. Cependant, le père de Lilia a vu du potentiel en Rainer et l'a gentiment accueilli dans la Dragonfang. Harel dit à Lilia qu'il sera facile de rembourser leurs dettes en remportant le tournoi. Cependant, elle ne se sent pas en confiance,
car ils devront affronter des équipes ennemies composées de 5 membres alors qu'ils ne sont que 3. En attendant le tournoi, Harel annonce que combattre des adversaires puissants est la raison pour laquelle il est venu à Brescia. Le maître de la guilde s'en va après avoir remarqué le grand potentiel d'Harel. Le lendemain, Harel se réveille dans une chambre inconnue, mais il se souvient alors qu'il vit désormais à la guilde Dragonfang. Après être sorti de la chambre, il salue Lilia et Rainer. Lilia lui demande s'il a bien dormi et Harel acquiesce, disant qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit depuis longtemps. Remarquant que Rainer est complètement silencieuse, Harel se demande si elle est toujours en colère à cause de sa défaite. Lilia interrompt ses pensées en lui annonçant qu'ils sont enfin qualifiés pour le tournoi de la guilde. Lilia explique les règles de la compétition, révélant que pour gagner, ils doivent éliminer tous les membres de la guilde ennemie. Rainer s'inquiète cependant de devoir affronter une rude concurrence alors qu'ils sont en infériorité numérique. Lilia est toutefois optimiste, car elle estime qu'il y a peu de chances qu'ils rencontrent des épéistes puissants, et elle se réjouit qu'ils aient 2 épéistes de rang B. Harel est perplexe face à ces classements étranges. Lilia lui explique que le classement des épéistes va de D à A, en fonction de leur force. Elle révèle également qu'il n'y a que 20 épéistes classés à Brescia et qu'elle et Rainer sont tous 2 de niveau B. Soudain, elle se souvient que les appariements pour la compétition vont être annoncés et s'en va. Rainer se lève également et Harel lui demande où elle va. Quand elle répond qu'elle va s'entraîner, Harel demande à Rainer si elle a d'autres compétences en plus de sa classe principale. Elle lui parle alors de la compétence ténacité qui renforce sa barrière protectrice. Désireux d'apprendre cette compétence, Harel se lève et prend les mains de Rainer, qui trouve Harel romantique. Soudain, il lui demande de le frapper avec son épée dans son fourreau. Harel lui dit que cela leur permettra de se rapprocher. Mais Rainer lui répond qu'elle n'est pas assez bizarre pour une telle relation. Harel explique qu'il essaie simplement d'apprendre sa compétence ténacité. Comme cette compétence améliore la capacité d'une personne à supporter les attaques, la meilleure façon de l'apprendre est de se faire frapper à plusieurs reprises. Rainer rappelle à Harel qu'il ne peut pas apprendre ses compétences car elles sont une bénédiction de la déesse. Cependant, il lui rappelle qu'il a appris les compétences du double coup et de l'ombre, et Rainer reste silencieux. Elle l'emmène au camp d'entraînement où Harel lui demande son épée lourde. Rainer est choqué lorsqu'il sort l'épée sans effort, car elle est très lourde. Harel lui dit que c'est le résultat d'innombrables heures de dévouement. Rainer reconnaît enfin le travail acharné d'Harel et elle décide de lui enseigner son art. Pendant qu'ils s'entraînent, Lilia arrive paniquée après avoir appris qui sera leur premier adversaire. Elle se met à pleurer parce que leur première rencontre est contre les Blackblade, qui sont littéralement la guilde la plus forte de toute la ville. Sachant que leur chef, Georg, est un véritable salaud, Lilia pense qu'il va essayer de les écraser sans pitié. Cependant, elle décide tout de même de lutter contre son destin et de se préparer au mieux pour le tournoi. Au fil des jours, le moment du tournoi arrive enfin. Harel est impressionné par l'énorme colisée et la foule nombreuse, et entend certains spectateurs chuchoter à propos de leur combat. Ils sont ravis de voir s'affronter 2 grandes guildes, mais décident de parier sur Blackblade, car Dragonfang ne peut pas gagner. Lilia s'apprête à leur dire ce qu'elle pense, mais Rainer l'arrête avant qu'elle ne fasse une scène. Harel est surpris qu'il y ait des paris lors du tournoi, et Lilia sourit malicieusement lorsqu'elle se rend compte que leurs cotes sont de 20 contre 1. Cependant, Lilia pense que les paris sont une excellente occasion d'escroquer les gens et d'obtenir de l'argent s'ils parviennent à battre Blackblade, sachant qu'ils ne pourront de toute façon pas sortir de leur dette s'ils perdent. Lilia révèle qu'elle a hypothéqué sa maison et misé toutes leurs économies sur leur guilde. Soudain, Georg félicite Lilia d'avoir défendu avec tant de passion la guilde de son père. Il lui pose des questions sur le héros sans classe qu'elle a recruté et Lilia pense qu'il essaie de se moquer d'elle. Mentant sans vergogne, Georg affirme qu'il est simplement triste de voir le déclin de la guilde rivale. Georg lui dit également qu'il lui a donné une excellente occasion de gagner de l'argent grâce aux paris, mais il rit car il sait qu'ils n'ont aucune chance de les battre. Plus tard, lorsque le moment est venu de commencer le combat, l'annonceuse commence à mettre l'ambiance tandis que la foule explose en applaudissements. Harel remarque que Georg ne se battra pas contre eux, mais Lilia lui rappelle que tous ses membres sont classés A. Bientôt, l'annonceuse appelle le premier combat entre Gio, un épéiste de classe A, et Harel, le sans classe de Dragonfang. La foule se demande pourquoi Dragonfang a envoyé un loser sans classe se faire humilier, et Gio pense que ce combat n'est qu'une perte de temps. L'annonceuse donne le coup d'envoi du combat et Gio se téléporte immédiatement devant Harel et le poignarde avec son épée.
Voyant l'ombre disparaître, le sourire présomptueux de Gio vacille, mais il se retourne et poignarde le corps derrière lui. Cependant, il découvre qu'il s'agit d'une autre ombre et remarque 2 autres Arel. Gio pense pouvoir les éliminer tous les 2 d'un seul coup, mais il est surpris de voir un 3e Arel derrière lui. Alors que les 3 ombres se jettent sur lui, Gio les élimine toutes, mais le vrai Arel apparaît sous lui et le bête d'un seul coup. Gio s'effondre au sol, se demandant comment Arel peut créer 3 ombres, mais Arel lui répond que sa mère peut en créer 5 sans même faire d'effort. Gio étant à terre, l'annonceuse déclare le vainqueur et la foule éclate en applaudissements. Rainer est choqué car elle puisse vaincre un combattant de rang A aussi facilement. Alors que les médecins emmènent le sabreur, Arel pense qu'il a encore besoin de s'entraîner avant de pouvoir copier le coup de Gio. Pendant ce temps, la foule est choquée qu'il ait réussi à battre un sabreur de rang A alors qu'il n'a pas de classe. Georg observe en silence, et le combat suivant commence. Le prochain épéiste des Black Blades attaque Arel, mais celui-ci bloque facilement les attaques de son adversaire. Arel le terrasse ensuite facilement avec une double technique de coupe et remporte le combat. Dans le combat suivant, l'adversaire d'Arel tente d'utiliser un poignard dans un combat rapproché, mais celui-ci apparaît derrière lui comme un fantôme et le terrasse. Même les coéquipiers d'Arel sont surpris qu'il ait remporté 3 combats d'affilée, et Rainer demande à Lilia pourquoi elle ne combat pas. Lilia sait qu'elle n'a aucune chance de gagner, alors elle décide de continuer à encourager leur star, Arel. Ensemble, ils regardent Arel combattre un écuyer. Arel évite facilement les attaques de son adversaire, qui pense qu'il ment en disant qu'il n'appartient à aucune classe. Arel lui dit qu'il a travaillé dur pour en arriver là, mais l'écuyer pense que les classes ne peuvent être dépassées uniquement par le travail acharné. Il fait semblant d'attaquer Arel avec son épée, mais il s'agit en fait d'une feinte pour attaquer avec son bouclier. Cependant, Arel le prévoit et contre-attaque avec son habileté. La contre-attaque fait tomber le bouclier et l'homme est choqué, pensant qu'Arel a appris la technique de son adversaire précédent. Puis, Arel s'approche du bouclier et le ramasse, ce qui met son adversaire en colère. Ce dernier attaque Arel pour le punir, mais celui-ci l'esquive facilement et le met hors de combat avec sa contre-attaque au bouclier. Après que l'annonceuse ait déclaré la 4e victoire d'Arel, la foule commence à douter qu'il soit vraiment sans classe et les organisateurs du tournoi demandent à voir sa carte de classe pour le confirmer. L'annonceuse montre alors sa carte de classe et tout le monde se calme une fois qu'elle a vérifié qu'elle est authentique. Georg commence à ressentir la pression de la défaite, tandis que Rainer commence lui aussi à espérer qu'il puisse gagner le match. Lilia est bouleversée de ne pas avoir su plus tôt la véritable force d'Arel, sinon elle aurait vendu les reliques de famille pour parier encore plus d'argent sur eux. Rainer se demande comment Arel s'est entraîné au cours des 5 dernières années. Alors que Lilia poursuit ses sombres projets pour épouser le garçon et s'enrichir, Arel est troublé par son aura maléfique. Enfin, l'annonceuse présente le dernier épéiste des Black Blades, le maître épéiste Masamune. Arel remarque que Masamune utilise un katana et Rainer se rend compte qu'il s'agit d'un épéiste rare de classe samouraï. Sachant que Masamune n'a jamais combattu en public auparavant, Lilia pense qu'il est l'atout des Black Blades pour ce tournoi. Au début du combat, Masamune prend son épée calmement et Arel se sent sous pression face à son calme. Remarquant l'hésitation d'Arel, Masamune sourit et confirme qu'il attend qu'il s'approche pour pouvoir utiliser sa technique ultime. Après avoir entendu sa provocation, Arel commence à marcher vers Masamune, qui se sent surpris. Arel explique qu'ils ne peuvent pas simplement rester immobiles comme des arbres pendant tout le combat et qu'il veut aussi voir les coups les plus puissants de Masamune. Masamune ricane, disant qu'Arel n'aura pas le temps de réagir ou de regarder s'il déclenche sa technique. Cependant, Arel reste confiant dans sa vitesse, mais il remarque que l'épée de Masamune est toujours dans son fourreau et se demande s'il va déclencher l'attaque finale d'un seul coup. Arel envisage d'utiliser les ombres pour le distraire, mais il décide de ne pas le faire car Masamune est trop concentré pour se laisser tromper. Alors qu'Arel fait son dernier pas, Masamune le frappe instantanément d'une attaque fulgurante. Cependant, Arel disparaît juste devant lui et Masamune est stupéfait qu'il ait pu se déplacer aussi rapidement. Arel félicite Masamune pour sa vitesse, mais celui-ci lui répond que la personne qui l'a formé est bien plus rapide. Il déclenche une tempête pénétrante, qui emporte Masamune et le projette au sol. Rainer et Lilia sont stupéfaits lorsqu'ils reconnaissent la technique finale de la princesse de l'épée. Alors que la foule n'arrive pas à croire à sa victoire, l'annonceuse confirme le résultat et tout le monde commence à huer la guilde Black Blade pour avoir perdu tout son argent dans les paris. Lilia essaie d'embrasser Arel lorsqu'il revient. Il l'évite et la laisse tomber, lui expliquant que ce n'était qu'un réflexe pour se protéger de sa sœur aînée.
Lilia se réjouit alors en pensant à tout l'argent qu'elle va gagner et Arel remarque Rainer les bras ouverts. Elle se rend compte de sa posture embarrassante et s'agite, mais Arel lui dit qu'il aimerait la serrer dans ses bras sans son armure. Lilia propose de réaliser ses souhaits, mais il la laisse tomber à nouveau, tandis que Georg se prépare à prendre sa revanche après cette humiliante défaite. Tard dans la nuit, le groupe célèbre sa victoire. Lilia savoure son verre, affirmant qu'il n'y a rien de mieux que de faire la fête après avoir gagné. Lilia s'approche d'Arel et lui demande audacieusement de l'épouser, mais il refuse. Elle lui dit qu'elle peut satisfaire ses désirs, mais Arel répond qu'il préférait épouser quelqu'un comme Rainer. Lilia est choquée et Rainer rougit. Gêné, Rainer dit qu'il aurait au moins dû mentir au lieu de rejeter Lilia aussi catégoriquement. Arel demande calmement pourquoi elle pense qu'il ment. Rainer dit qu'elle se comporte comme un homme, car elle ne fait que s'entraîner. Rainer répond que son objectif est de devenir la meilleure épéiste et qu'elle n'a pas le temps de se préoccuper de sa féminité. Lilia tente à nouveau sa chance en proposant à Arel de l'aider à se détendre avec un massage tout en lui caressant les genoux. Rainer rougit et la traite d'indécente, mais Lilia feint l'innocence. Plus tard, Rainer s'entraîne avec Arel. Le père de Lilia demande à Arel s'il s'entraîne par frustration après avoir perdu, mais Lilia répond qu'ils ont battu Blackblood. L'homme ne semble pas impressionné, supposant que l'ennemi a envoyé des membres faibles. Lilia insiste sur le fait que tous les adversaires étaient de haut rang et qu'Arel les a vaincus à lui seul. Le père regarde Arel, doutant qu'il soit si fort. Lilia ajoute que grâce à Arel, ils ont gagné assez d'argent pour couvrir les dépenses de la guilde. Son père l'avertit cependant que des guildes plus importantes vont le recruter. Lilia refuse de le croire et annonce qu'elle et Arel vont se marier. Son père lui dit d'y renoncer. Arel intervient, disant que même si Lilia peut être stupide, elle vaut mieux que ceux qui abandonnent sans même essayer. Il demande à l'homme quand il cessera de se plaindre et se comportera selon son âge, puisqu'il peut encore manier une épée d'une seule main. L'homme attrape Arel par le col et lui demande ce qu'il en sait. Un duelliste qui ne peut pas manier les deux épées n'a rien d'autre que des compétences inutiles. Arel admet qu'il a raison. Il n'a ni classe, ni compétences particulières. Son père repousse Arel et s'en va. Arel remarque que, malgré ses blessures, Rod est incroyablement fort et qu'il est dommage qu'il abandonne. Lilia est reconnaissante, convaincue que les paroles d'Arel peuvent inspirer son père. Peu après, Lilia suggère à Arel d'explorer un donjon pour acquérir de nouvelles compétences. Rainer accepte de participer afin d'acquérir de l'expérience au combat avant la coupe du dieu de l'épée. Arel demande ce que c'est, et Rainer explique qu'il s'agit d'un grand tournoi visant à déterminer qui est le meilleur épéiste. Lilia sort un formulaire d'inscription, mais Arel le déchire en deux. Le document est en fait un certificat de mariage. Pendant ce temps, deux personnes mystérieuses observent à travers une sphère magique. Un homme dit qu'ils iront dans le donjon demain, et que si un accident devait s'y produire, personne ne soupçonnerait quoi que ce soit. Le lendemain matin, Arel, Lilia et Rainer arrivent au donjon. Arel est surpris par la foule qui s'y trouve. Rainer explique que la coupe du dieu de l'épée approche et que de nombreux aventuriers s'entraînent. Lilia explique que la téléportation permet aux gens de se rendre instantanément aux étages qu'ils ont déjà visités. Lilia peut se rendre au 12e étage, tandis que Rainer peut atteindre le 14e étage. Arel suppose qu'il peut suivre Rainer, mais Lilia le corrige. La magie ne le permettra pas tant qu'il n'aura pas physiquement atteint cet étage. Lilia insiste pour emmener Arel avec elle et dit à Rainer d'y aller seul. Mais Arel dit que Rainer devrait aussi venir, et elle accepte volontiers. À l'intérieur, ils rencontrent deux monstres armures vivants. Arel et Rainer dégainent leurs épées. Arel bloque le coup, surpris par sa vitesse malgré son armure lourde. Il le décapite, mais même sans tête, le monstre continue de bouger. Arel vise alors les jambes, faisant tomber le monstre. Rainer termine le combat et elle l'avertit que les ennemis se régénéreront bientôt. Arel se rend compte qu'ils sont parfaits pour un entraînement sans fin. Arel interroge Lilia sur sa classe, et elle répond fièrement qu'elle est escrimeuse et propose de lui enseigner. Mais Arel répond que sa mère, la princesse de l'épée, est déjà maître d'armes. Soudain, il remarque un garçon blessé et lui demande ce qui s'est passé. Le garçon révèle qu'il est entré dans une nouvelle pièce pour la première fois et qu'il est tombé dans un piège, et que ses amis sont toujours dans la pièce. Il demande alors au groupe de les aider. Ils atteignent enfin l'entrée de la pièce et le garçon active la porte secrète. Il pénètre à l'intérieur et remarque une énorme mare de sang.
Lilia remarque une pièce d'or à côté du sang et décide de la ramasser. Mais dès qu'elle le fait, un cercle magique s'active. Arel et Rainer comprennent qu'il s'agit d'un piège de téléportation et le garçon blessé se moque de Lilia, affirmant qu'elle est cupide, comme le disent les rumeurs. Il pense avoir fait son devoir, mais le cercle magique grossit, le bouleversant car il se trouve désormais dans son rayon d'action. Finalement, tout le monde est téléporté vers un autre endroit, que Rainer estime être plus bas que le 14e étage. Le garçon explique alors qu'il a reçu l'ordre de les conduire vers le piège afin qu'ils ne puissent jamais s'échapper. Soudain, un chevalier apparaît et le garçon révèle qu'il se trouve à l'étage le plus bas, où se trouvent les dieux de l'épée de niveau avancé. Soudain, Arel sauve Livia de l'attaque d'un chevalier. Le chevalier se téléporte et concentre son attaque sur Arel, le poussant contre le mur. Arel tente d'attaquer le chevalier, mais celui-ci se téléporte. Arel commence à attaquer furieusement. Sa vitesse et ses attaques surprennent tout le monde, y compris le chevalier, qui est obligé de se concentrer sur sa défense. Mais soudain, le chevalier utilise une compétence pour augmenter la pression et forcer tout le monde à s'agenouiller. Arel est le seul à rester debout car il a déjà pratiqué cette technique avec sa mère. Arel ramasse une pièce de monnaie sur le sol et la lance au chevalier, le forçant à rompre sa position en la coupant en deux. Arel profite de cette occasion pour bondir en avant, affirmant que le chevalier a commis une erreur. Il déclenche son pouvoir de rupture infinie pour vaincre le chevalier. Après le combat, Arel boit une potion de mana et Rainer lui demande comment il connaît les compétences du dieu de l'épée. Arel explique que sa mère est une véritable déesse de l'épée. Rainer rit et dit qu'elle ne l'aurait jamais défiée si elle avait su que sa mère était une déesse de l'épée. Lilia veut trouver une issue, quand soudain une autre lumière apparaît. Arel s'excite à l'idée qu'il pourrait s'agir d'un nouvel ennemi, mais Lilia révèle qu'il s'agit du sort de téléportation et il décide de partir. Pendant ce temps, en ville, le père de Lilia est au bar lorsqu'il entend un groupe se vanter d'avoir gagné beaucoup d'argent en piégeant des idiots dans un piège de téléportation. Il s'avère qu'ils savaient que leur ami serait piégé, mais ils ne lui ont rien dit afin d'obtenir une plus grande part du butin. Après avoir entendu cela, le père de Lilia demande à en savoir plus et ils se rendent compte qu'il était leur ancien chef de guilde. Il commence à piquer une crise, mais Georg l'arrête. Georg révèle que les membres de sa guilde ont vu le groupe de Lilia entrer dans une pièce dangereuse cachée dans le donjon. Rod tombe à genoux en l'appelant par son nom, quand soudain Lilia et le groupe entrent dans le bar. Georg pense que c'est impossible, mais Lilia affirme qu'ils ont réussi à vaincre le dieu de l'épée et à revenir vivants. Lilia révèle également que l'autre garçon a avoué que Georg était la personne derrière tout cela. Georg s'en va car il sait qu'il ne peut rien faire pour réparer ce qu'il a fait et rentre chez lui. Il est en colère car il pensait qu'il allait enfin devenir le plus fort des aventuriers, maintenant que la mère d'Arel et Rod étaient hors jeu. Il est désormais en compétition avec un garçon sans classe qui peut vaincre les superclasses. Soudain, un brouillard sombre apparaît et Georg remarque une épée derrière lui qui dégage une aura étrange. Le lendemain, Lilia va chercher le courrier et elle est triste. Lilia révèle que les qualifications pour le tournoi ont été publiées et qu'elle a été placée dans le même groupe qu'Arel. Elle sait qu'elle n'a aucune chance de se qualifier. Arel entre et est curieux de savoir comment le tournoi est structuré. Rainer explique qu'ils ont structuré le tournoi de manière à ce que seuls les chefs de groupe se qualifient pour le tournoi principal. Lilia remarque que Rainer est dans un groupe différent, mais elle ne se laisse pas influencer par cela. Elle est impatiente de gagner le tournoi. Lilia déclare également qu'elle n'abandonnera pas, même si elle doit relever le défi impossible de vaincre Arel. Elle annonce qu'ils se rendront au Gundeo pour affiner leurs compétences. Rod écoute leur conversation et avertit Lilia de toujours rester sur ses gardes dans le donjon, car Georg pourrait leur avoir préparé un autre piège. Quelques jours plus tard, la présentatrice annonce le début du tournoi du dieu de l'épée. Lilia est l'une des premières participantes, mais elle finit par perdre son premier combat. Lilia encourage Arel à tout gagner, puisqu'il est arrivé en finale. Lilia fait remarquer à Arel que son adversaire possède d'autres compétences que celles d'épéiste, ce qui le rend encore plus dangereux. Elle explique que son adversaire est une épéiste magique qui enchante son épée avant chaque combat. Arel est encore plus surpris qu'ils aient permis à une magicienne de s'inscrire à un tournoi d'escrime. Lilia souligne que tout le monde peut s'inscrire, à condition d'appartenir à une guilde. Peu après, la prêtresse demande aux finalistes de monter sur scène. La prêtresse annonce le début du combat et la magicienne attaque Arel avec des boules de feu.
Harel se ferait un chemin à travers les boules de feu et s'approche de la magicienne pour engager un combat rapproché, mais elle utilise ses boules de feu pour le repousser. La magicienne déclare qu'elle ne perdra jamais contre un sans classe comme lui. Harel admet qu'elle est polyvalente, mais souligne qu'elle ne maîtrise pas ses techniques. La magicienne se met en colère et enchante son épée avec des flammes. Elle brandit son épée et la flamme jaillit comme un fouet. Harel se met à l'abri et il dévie les coups avec son épée. Il révèle que sa maîtrise de l'épée est trop faible pour exploiter pleinement le potentiel de son attaque. Harel utilise un double coup de lame pour éteindre ses flammes et utilise un bond rapide pour raccourcir la distance. Il la félicite de lui avoir montré une nouvelle technique, mais la met au tapis avec son épée. La prêtresse annonce alors Harel comme vainqueur, mais celui-ci est perdu dans ses pensées sur la façon d'obtenir la magie s'il s'entraîne suffisamment dur. Quelques jours plus tard, Lilia tente de réveiller son père et de le convaincre de l'accompagner voir le combat d'Harel. Pendant le trajet, elle lui fait remarquer que même s'il ne se rend pas à l'événement, il regarde toujours le tournoi en secret, car il aime voir les nouveaux membres de la guilde gravir les échelons. Elle est sûre qu'il ne manquera pas l'occasion de voir Rainer, car elle est son élève depuis longtemps. Dans l'arène, Rainer est nerveuse. Peu après, la prêtresse annonce le début du tournoi avec un combat entre Georg et Harel. C'est un combat entre le vainqueur de l'année précédente et le nouveau favori sans classe dont tout le monde parle. Cependant, lorsque Georg entre dans l'arène, il semble complètement différent de la dernière fois qu'ils l'ont vu. Rod remarque l'épée que Georg brandit et conseille à Harel de se tenir à l'écart de lui, car il est plus dangereux que jamais. Rod explique que l'épée que Georg tient dans sa main renferme un puissant démon. Le démon parle à travers Georg et exprime sa surprise que quelqu'un ait pu reconnaître son épée. Rod révèle qu'il a été possédé par le démon. Il explique que la lame que le dieu de l'épée a utilisée pour tuer le démon était maudite par une rancune et aurait dû être scellée. Le démon révèle que le sceau qui le retenait s'est consumé. Il se présente sous le nom de Dörgelda et annonce qu'il va semer la terreur dans la ville. Rainer intervient car elle a entendu ce nom pendant son cours d'histoire, et elle explique qu'il s'agissait d'un démon invoqué dans le passé par une divinité maléfique. Les spectateurs commencent à paniquer et tentent de se mettre en sécurité. Dörgelda lance alors un sort pour envelopper la zone d'une barrière sombre afin que personne ne puisse s'échapper. Après avoir été témoin de son pouvoir écrasant, Harel déclare avoir dégainé son épée car il est sûr de pouvoir le vaincre. Dörgelda admet que le dieu de l'épée l'a vaincu, mais il rappelle à Harel que le dieu de l'épée repose désormais sous terre, et qu'il n'y a donc personne qui puisse le vaincre. Harel souligne cependant qu'il existe actuellement un dieu de l'épée et déclare qu'il le vaincra même s'il n'est pas encore un dieu de l'épée. Dörgelda se moque d'Harel parce qu'il vit dans un monde imaginaire, mais Harel l'attaque soudainement. Le démon commence à jurer lorsqu'il se rend compte qu'Harel possède les mouvements d'un dieu de l'épée. Harel utilise le pas divin contre lui, et Dörgelda ne comprend pas comment un sans-classe a pu acquérir les compétences du dieu de l'épée. Le démon attaque Harel avec son épée et le touche, mais Harel reste debout comme si de rien n'était. Harel explique que son coup d'épée mortel n'était qu'une légère tape sur l'épaule grâce au courage qu'il a acquis lors de son entraînement avec Rainer. Dörgelda perd son calme et se jette furieusement sur Harel, mais celui-ci repousse calmement son attaque. Il l'attaque avec une série infinie de coups et porte des millions de coups d'épée par minute avec ses images résiduelles. Le démon se désespère lorsqu'il se rend compte qu'il est dépassé. Dörgelda se rend compte qu'il mène un combat perdu d'avance, car Harel possède en quelque sorte les compétences du dieu de l'épée qu'il a vaincu il y a longtemps. Harel lui rappelle qu'il n'a aucune classe et l'achève d'un coup d'épée. Harel s'approche du corps immobile de Dörgelda. Les gens commencent à acclamer Harel comme leur héros. Il descend de l'estrade pour rencontrer Rainer, mais Dörgelda fait semblant de s'évanouir pendant qu'il planifie sa retraite. Il décide de se transférer dans un autre être humain parmi la foule, repère Rod et le choisit comme candidat idéal. Lilia exprime sa joie qu'Harel et Rainer soient sortis vivants de leur combat. Rainer déclare cependant que les organisateurs devront annuler le tournoi en raison des événements malheureux qui se sont produits. Soudain, Dörgelda brandit son épée et se jette sur eux. Harel détecte son mouvement et avertit Rainer de s'écarter, mais elle ne réagit pas assez vite. Supposant que Dörgelda vise Rainer, il la repousse, mais Dörgelda change de direction en plein vol. Rod protège Lilia de l'impact, mais cela crée un nuage de poussière. La poussière retombe et Lilia annonce qu'elle va bien car son père l'a protégée. Soudain, Rod pointe l'épée de Dörgelda vers Lilia et la prend en otage. Harel comprend alors que l'épée est le corps principal de Dörgelda. Dörgelda déclare qu'il doit le laisser s'échapper s'il veut que Lilia reste indemne.
Harel souligne qu'il se moque de ce qui arrivera à Lilia, mais Dörgelda l'avertit d'arrêter de jouer les durs car il peut voir les souvenirs de Rod. Lilia lui a dit qu'il était son fiancé, elle doit donc être très précieuse à ses yeux. Lilia essaie de faire semblant de ne pas savoir de quoi parle Dörgelda, mais Harel comprend qu'elle essaie toujours de le forcer à se marier. Il décide de les tuer tous les deux pour enfin avoir la paix, mais Rainer l'en empêche. Dörgelda est surpris qu'Harel ne se soucie en réalité pas du tout de Lilia. Harel révèle qu'il ne peut accorder de valeur qu'à quelque chose qui en a, mais que Lilia ne vaut rien. Lilia avoue avoir inventé cette histoire parce qu'elle voulait forcer ses fantasmes à devenir réalité. Elle supplie Dörgelda de lui épargner la vie. Rainer se sent coupable envers elle, mais Harel lui assure que Dörgelda ne peut pas la tuer, même s'il essayait. Dörgelda entend l'affirmation audacieuse d'Harel et tente de prouver qu'il peut le faire s'il le souhaite, mais ses mains se raidissent soudainement. Rod reprend le contrôle de son corps et déclare qu'il ne laissera pas Dörgelda faire du mal à Lilia. Dörgelda tente de lutter pour prendre le contrôle de la conscience de Rod. Rod révèle qu'Harel lui a appris qu'il pouvait regagner sa réputation de manière honorable en travaillant dur. Rod surmonte le contrôle de Dörgelda sur lui et lance l'épée à Harel. Harel brise alors l'épée en deux et la barrière au-dessus de l'arène disparaît. Quelques jours plus tard, Rod s'entraîne avec quelques recrues. Rod les réprimande parce qu'ils comptent trop sur leurs compétences au lieu de se défendre contre leur adversaire. Il appelle la recrue suivante à s'avancer et à l'affronter, mais tout le monde s'enfuit. Lilia trouve une recrue cachée dans un coin. Elle lui rappelle qu'il a été accepté dans la guilde uniquement parce qu'il a promis de faire de son mieux pour s'améliorer. Mais la recrue répond que Rod ressemble plus à un monstre qu'à un épéiste manchot. Lilia admet que Rod est devenu plus passionné après avoir redécouvert sa dignité d'épéiste. Le garçon se demande si Harel viendra au quartier général de la guilde, car il veut avoir l'occasion de rencontrer son idole. Lilia l'informe qu'Harel a quitté la guilde. Rainer est parti à la recherche d'Harel, laissant Lilia seule avec son père. Pendant ce temps, Harel se fait conduire hors de la ville. Le cocher est surpris par sa décision soudaine de quitter la ville juste après avoir remporté la coupe du dieu de l'épée. Harel révèle qu'il est parti parce qu'il n'y a plus rien pour lui dans cette ville. Le cocher est intrigué par son choix de se rendre dans un si petit village plutôt que dans une grande ville dans l'espoir d'acquérir de meilleures compétences. Harel révèle également qu'il retourne dans son village natal pour mettre ses compétences à l'épreuve. Il pense pouvoir enfin gagner un duel contre sa mère. Harel arrive chez lui et tente de s'approcher furtivement de Farah, alors qu'elle s'occupe de ses fleurs dans le jardin, mais elle sent immédiatement sa présence. Elle admet qu'il est devenu plus fort. Il lui dit qu'il a remporté la coupe du dieu de l'épée. Il s'apprête à la défier en duel, mais elle s'approche de lui en un instant et pointe une fleur vers lui. Farah suggère d'aller au terrain d'entraînement derrière les montagnes pour se battre. Ils arrivent au terrain d'entraînement et s'affrontent. Farah est impatiente de voir les nouvelles compétences qu'il a acquises pendant son entraînement. Farah décide d'arrêter de se comporter de manière amicale et montre sa vitesse. Il parvient à suivre ses mouvements et bloque son attaque avec facilité. Harel combine deux techniques de coupe à l'épée pour attaquer Farah, mais elle les bloque sans effort. Elle est impressionnée par le fait qu'il parvienne à combiner deux techniques d'escrime de haut niveau, mais il est plus curieux de savoir comment elle a réussi à bloquer son attaque sans effort. Elle souligne qu'elle a appris à se battre sans compter sur ses compétences, tout comme lui. La collision de leurs épées provoque des ondes de choc qui se propagent dans le village. Les villageois pensent qu'un monstre s'apprête à les attaquer depuis les montagnes. Harel bondit et attaque Farah, mais elle riposte avec son don divin. Il contre-attaque en révélant que cette capacité ne fonctionnera plus sur lui. Farah décide alors de donner le maximum. Elle renforce son épée avec la lumière et se jette sur lui, mais il fait de même. Pendant ce temps, Rainer s'approche de la maison d'Harel, espérant le trouver chez lui. Mira est surprise qu'elle connaisse Harel, car il n'interagit généralement pas avec les vaches. Elle informe Rainer qu'Harel n'est pas à la maison et tente de lui fermer la porte au nez, mais Rainer l'en empêche. Toutes deux se battent pour la porte, mais Farah arrive juste à temps avec Harel et elle réprimande Mira pour avoir maltraité leur invité. Harel révèle qu'il s'entraînait, ce qui rend Mira curieuse de savoir qui a gagné le combat. Farah admet qu'Harel a gagné parce qu'il est devenu plus fort qu'elle, mais Harel refuse de prendre la grosse tête. Il explique qu'il n'a gagné que grâce à son avantage physique sur Farah. Rainer reconnaît l'impressionnante victoire d'Harel sur Farah, qui est une déesse de l'épée, mais Harel révèle que ce n'est pas une victoire qu'il souhaite célébrer, car Farah n'est plus au sommet de sa forme.
Farah est blessée par la suggestion d'Arel selon laquelle elle serait devenue vieille. Elle décide de changer de sujet et invite Rainer à entrer. Arel révèle qu'ils se sont rencontrés en ville et qu'ils ont vécu ensemble. Farah et Mira commencent à soupçonner quelque chose, mais Rainer explique qu'ils vivaient ensemble uniquement parce qu'ils faisaient partie de la même guilde. Elle commence à douter de la loyauté d'Arel, car il a quitté leur guilde sans hésiter. Arel souligne qu'il n'a rien fait de mal, car il a laissé une lettre de démission. Rainer explique que la courtoisie exige de saluer ses compagnons de guilde avant de partir. Farah félicite Rainer de s'être autant soucié d'Arel au point de venir jusqu'à leur village juste pour s'assurer qu'il allait bien. Rainer révèle qu'elle est venue pour demander à Farah de l'accepter comme disciple. Evan s'appelle soudainement Farah et l'avertit qu'il y a une urgence pour laquelle ils ont besoin de son aide. Il l'informe qu'un événement dangereux s'est produit récemment dans les montagnes, mais Farah révèle que ce sont eux qui ont causé la destruction de la forêt. Elle ment en disant qu'ils ont vaincu un monstre. Arel craignait que sa mère ne révèle la vérité, mais il est soulagé qu'elle ait réussi à inventer une histoire convaincante. Evans est heureux que rien de dangereux ne menace la ville. Soudain, il aperçoit Rainer et se demande ce qu'elle fait là. Farah révèle que Rainer est venu demander des conseils pour devenir une bonne épouse. Les yeux d'Evan se remplissent soudainement de larmes lorsqu'il réalise que sa fille est désormais assez grande pour poser ce genre de questions. Rainer précise qu'il y a un malentendu, car elle veut seulement apprendre à devenir une meilleure épéiste. Farah accepte de lui apprendre à devenir une meilleure épéiste, mais elle lui propose également un cours gratuit sur la façon de devenir une bonne épouse. Evans accepte immédiatement et explique qu'il a juré d'élever Rainer immédiatement après la mort de sa femme, mais qu'il ne pouvait lui enseigner que l'art de l'escrime. Il remercie Farah de l'avoir aidé, mais Rainer proteste en disant qu'elle n'a pas son mot à dire dans ses affaires. Evans ignore ses protestations et encourage sa fille à prêter la plus grande attention aux leçons de Farah. Arel monte dans le bureau de son père et le trouve en train d'étudier la magie. Léon lui dit qu'il essaie de découvrir une nouvelle technique définitive. Arel lui dit qu'il a battu Farah à l'entraînement à l'épée, alors il demande à son père de lui enseigner tout ce qu'il sait sur la magie. Léon lui répond cependant qu'il est impossible d'enseigner la magie à quelqu'un et lui conseille d'abandonner. En bas, Farah donne à Rainer une leçon sur la façon de couper les légumes, mais Rainer manie le couteau comme s'il s'agissait d'une épée. Farah lui propose de lui enseigner tout ce qu'il faut savoir sur les tâches ménagères en commençant par les bases, car il est évident qu'il n'a aucune expérience en la matière. Rainer la supplie de se limiter à l'entraînement à l'épée, mais Farah lui rappelle qu'elle doit affiner son corps, son esprit et ses compétences pour devenir la meilleure épéiste. Elle lui explique que la meilleure façon d'y parvenir est de s'occuper avec diligence des tâches ménagères. Rainer lui demande où est la sœur aînée d'Arel, qu'elle n'a jamais vue. Mira révèle qu'elle a quitté la maison après avoir juré de rendre le monde meilleur pour les personnes sans classe comme Arel et qu'elle n'est jamais revenue depuis. Quelques minutes plus tard, Arel aide Léon à réparer la table cassée. Il propose de faire une démonstration de magie à Arel. Léon reconstruit la tasse cassée de Mira grâce à la magie et conseille à Arel de renoncer à la magie, car tout le monde n'a pas la chance de posséder le mana nécessaire pour l'apprendre, étant donné qu'il s'agit d'une compétence spéciale. Il souligne qu'il n'a jamais entendu parler de quelqu'un sans classe ni compétence capable de lancer des sorts. Arel insiste cependant que ce n'est pas impossible. Léon explique cependant que s'il avait eu un tant soit peu de mana, il aurait été assigné à la classe de mage et aurait commencé à lancer des sorts il y a longtemps. Arel insiste sur le fait qu'il a du mana, car il y a eu un incident avec Rainer alors qu'elle essayait de l'aider à débloquer une compétence. Il explique qu'il a dû boire de l'eau bénite pour restaurer sa protection sacrée après qu'elle ait été épuisée. Rainer lui a conseillé de ne pas la boire car elle pouvait être toxique, mais il a quand même choisi de la boire car le poison aurait pu aider à renforcer ses organes. Arel révèle que lorsqu'il a bu la boisson, il a senti qu'il avait récupéré plus que sa protection divine. Léon comprend qu'il est possible qu'Arel ait récupéré son mana lorsqu'il a bu la boisson. Il propose immédiatement de lui enseigner tout ce qu'il doit savoir sur la magie. Il demande à Arel s'il peut sentir la sensation de ce qu'il a obtenu de la boisson se déplacer dans tout son corps, et Arel admet en ressentir une partie. Léon lui demande d'essayer de le libérer en le condensant en un seul point de sa main. Arel se concentre et crée une petite sphère de lumière dans la paume de sa main. Maintenant qu'il existe une preuve concrète qu'Arel possède du mana, il n'y a plus de limite à la magie qu'il peut apprendre. Arel s'effondre soudainement au sol, et Léon révèle qu'il a besoin de se reposer car il a épuisé son mana. Arel se demande comment il peut augmenter son mana,
et Léon lui révèle qu'il doit entraîner son corps pour augmenter son mana, tout comme il s'est entraîné pour maîtriser les techniques d'escrime. Harel perd connaissance, mais Léon exprime son admiration pour son dévouement malgré son absence de classe. Le lendemain, Harel apporte les gains obtenus en remportant le tournoi à la boutique de potions du village. Il veut acheter toutes les potions de mana présentes dans la boutique. Il boit tout et continue à pratiquer la magie pendant 6 mois. Léon le félicite pour son travail acharné, car il a désormais autant de mana qu'un enchanteur après avoir reçu la bénédiction. Harel est impatient de commencer à invoquer la magie, mais Léon lui remet une feuille et l'informe qu'il doit apprendre les sorts qui y sont écrits avant de pouvoir lancer la magie. Il lui explique que, comme il n'a pas la capacité de faire apparaître les sorts dans son esprit lorsqu'il a besoin de les lancer, Harel doit les apprendre par cœur et les réciter chaque fois qu'il veut lancer un sort. Léon lui révèle qu'il peut se rendre à l'académie de la ville de la magie pour apprendre les bases, mais qu'il a besoin de plus d'entraînement pour atteindre le niveau initial. Harel est prêt à commencer l'entraînement pour atteindre ce niveau le plus rapidement possible. Plus tard dans la journée, Rainer prépare le dîner pour tout le monde, et Harel fait l'éloge de sa cuisine. Mira refuse cependant de le féliciter, car les vaches devraient être cuisinées et non cuisinées. Farah la félicite pour les grands progrès qu'elle a réalisés tant dans l'art de l'épée que dans l'entraînement domestique. Harel décide alors de devenir un magicien plus fort afin de pouvoir égaler son père, qui est un excellent magicien. 3 ans passent et Rainer est devenu assez doué pour les tâches ménagères grâce au conseil de Farah, qui lui en est très reconnaissante. À ce moment-là, Rainer et Farah entendent Mira pleurer et, l'instant d'après, celle-ci entre dans la cuisine avec un mot. Elle dit qu'Harel a disparu. Ils lisent le mot, qui dit que le garçon se rend dans la ville de la magie, sans même leur avoir dit au revoir. Pendant ce temps, Harel est déjà dans une calèche en direction de la ville de la magie, mais le cocher lui dit qu'il faudra encore 2 jours pour y arriver. Harel se rassit à sa place et le garçon assis à côté de lui demande s'il va vraiment dans la ville de la magie, car il semble un peu trop âgé pour s'inscrire à l'institut de magie. Une fille assise en face de lui crie à Keto d'arrêter d'être impoli, car Harel est clairement doué pour la magie et a probablement échoué plusieurs fois aux examens d'admission à l'institut de magie, raison pour laquelle il revient aujourd'hui pour postuler à nouveau. Mais Keto répond à Kufa que c'est elle qui est impolie et les deux commencent à se disputer. Colette tente de les calmer, et Harel suppose qu'ils sont tous des magiciens se rendant à l'institut de magie. Mais compte tenu de leur âge, ils ont probablement reçu leur don magique il y a seulement quelques jours. Après avoir fini de se disputer avec Kufa, Keto s'adresse à Harel et se présente comme un magicien rouge. Il demande ensuite à Harel quel type de magie lui convient le mieux et réfléchit un moment. Léon lui explique qu'il existe 6 types de magie, rouge, bleue, verte, jaune, blanche et noire. Normalement, un magicien est limité au sort de sa propre couleur, mais Harel n'a pas de telles restrictions. Léon lui a donc enseigné les bases des 6 types de magie. Il dit à Keto qu'il n'est particulièrement doué dans aucun type de magie, car il n'a pas de classe. Keto et les autres pensent qu'Harel se moque d'eux, car aucune personne sans classe ne voudrait aller dans la ville de la magie, mais Harel sort même sa carte d'identité pour le prouver. Incrédule, il commence à lui demander pourquoi il se donne la peine d'aller dans la ville de la magie, car tout le monde sait que les perdants sans classe ne peuvent pas utiliser la magie. Mais soudain, ils entendent un rugissement terrifiant provenant de la forêt. Harel reconnaît le rugissement d'un roi des trolls. Keto demande au chauffeur de les emmener loin de là le plus vite possible. Mais malheureusement, le rugissement a tellement effrayé les chevaux qu'ils se sont évanouis, et ils ne peuvent donc aller nulle part. Colette commence à paniquer parce qu'elle a peur de mourir, mais Keto et Kufa essaient de la calmer en lui disant qu'ils ont un plan. C'est vrai qu'un roi des trolls est puissant, mais après tout, c'est toujours un troll, donc il devrait être grand et lent. Cela signifie que leurs attaques magiques ont presque la certitude d'atteindre leur cible. À ce moment-là, un troll sort de la forêt et les filles perdent immédiatement leur courage, mais Keto leur dit qu'elles doivent rester fortes si elles veulent vaincre le roi des trolls. Cependant, ce n'est en réalité pas le roi des trolls. Un instant plus tard, le roi des trolls chasse le petit troll avant de révéler sa silhouette imposante. Cependant, même si ses jambes tremblent comme de la gelée, Keto concentre toute son énergie magique dans une seule attaque et lance une boule de feu sur le roi des trolls. Même si son coup a atteint sa cible, il n'a fait que brûler la peau du troll, le rendant encore plus furieux. Cependant, juste au moment où le troll s'apprête à dévorer les garçons, Harel lui lance un sort explosif, le réduisant en cendres en un instant. Les garçons n'arrivent pas à croire qu'Harel vient d'utiliser la magie de l'explosion, car c'est une compétence exclusive à la classe des archimages, mais il ne leur donne aucune explication.
Il se dirige plutôt vers les chevaux et les soigne afin qu'ils puissent reprendre la route. Le cocher le remercie pour son aide et dit qu'il espère qu'ils ne rencontreront plus de problèmes de ce genre. Mais soudain, Keto s'agenouille devant Harel et commence à s'excuser sincèrement de s'être moqué de lui auparavant, car il ne savait pas qu'Harel était un archimage. Harel le corrige et lui dit qu'il n'est pas un maître de magie, mais cela n'empêche pas Keto de lui demander de devenir son élève. Harel sort alors à nouveau sa carte d'identité pour leur montrer qu'il n'a toujours pas de classe, mais Kufa dit que le document doit être faux et qu'il cache son identité pour une raison quelconque. Harel décide de laisser tomber et remonte dans la calèche pour poursuivre son voyage. Une fois arrivé en ville, il salue le cocher et Keto demande à Harel s'il a l'intention de passer l'examen d'entrée à l'Institut Rouge, mais Harel est un peu confus car il ne savait pas que les examens d'entrée étaient séparés. Les garçons lui expliquent qu'il existe un institut pour chaque type de magie. Ainsi, Kufa passera l'examen d'entrée à l'Institut de magie bleue et Colette passera l'examen pour l'Institut de magie verte. Quant à Keto et Harel, ils passeront tous les deux l'examen d'entrée à l'Institut Rouge, mais Harel est un peu inquiet à l'idée de ne pas être admis à l'examen car il n'appartient à aucune classe, tout comme cela s'est produit dans la Cité des Épées. Lui et Keto arrivent ensuite à l'Institut Rouge et, après avoir déposé leur candidature, la réceptionniste leur demande s'ils sont sûrs que tout ce qu'ils ont écrit est correct. Harel confirme, alors elle lui donne un numéro et lui dit d'attendre son tour pour l'examen. Harel lui demande pourquoi elle lui permet de passer l'examen, puisqu'il n'appartient à aucune classe, mais la dame lui répond que tout le monde a le droit de passer l'examen. Peu après, lui et Keto se dirigent ensemble vers la salle d'examen et voient un jeune garçon lancer une boule de feu sur une armure. L'instructeur approuve la puissance du sort, puis dit au garçon qu'il a réussi l'examen et appelle le candidat suivant. Un garçon blond plaisante en disant qu'il est amusant que tous les autres candidats utilisent des sorts de niveau débutant et qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Les autres sont agacés par ses commentaires, mais le garçon est déjà un magicien de niveau avancé. Il demande à l'instructeur s'il peut détruire le mannequin avec sa magie, puis lance une intense colonne de feu autour du mannequin. Tout le monde est impressionné par le niveau de puissance du garçon et même Keto admet qu'il a du talent, mais il dit qu'Harel est encore meilleur. Le garçon est vexé car il est sûr que personne ici n'est aussi fort que lui, mais pour l'instant, il ignore les provocations de Keto. Cependant, Harel n'apprécie pas que Keto cherche la confrontation sans raison, alors il lui dit de se calmer. Harel fait remarquer que l'armure est toujours intacte, et le garçon reste sans voix car il ne comprend pas comment elle a pu résister à son attaque. L'instructeur explique que l'armure est en fait faite de mithril, ce qui la rend difficile à détruire. C'est au tour d'Harel de passer l'examen, et c'est la première fois qu'il teste sa magie sur le mithril. Il décide donc de donner le meilleur de lui-même pour une fois. Il prépare sa baguette et, après avoir rassemblé la magie nécessaire, lance le sort d'éruption sur l'armure. Au début, il ne semble pas s'être passé grand-chose, car la seule chose que les garçons peuvent voir est une fine ligne de feu qui frappe l'armure. Le garçon blond commence alors à plaisanter en disant qu'Harel n'est peut-être pas aussi doué que Keto l'a décrit. Cependant, une seconde plus tard, l'armure commence à devenir rouge incandescente et fond en une mare de mithril en un instant. Le garçon n'arrive pas à croire ce qu'il vient de voir, car le sort d'éruption ne devrait pas être assez puissant pour faire fondre le mithril. Harel révèle qu'avant de lancer le sort, il a apporté quelques modifications afin de concentrer la puissance en un seul point, ce qui a augmenté la chaleur suffisamment pour faire fondre le mithril. Le garçon est stupéfait d'apprendre qu'Harel a modifié son sort, car il ne savait même pas que c'était possible. Maintenant qu'Harel a réussi le test, il décide de se rendre à l'examen d'admission de l'Institut Bleu. Il trouve Kufa qui vient de réussir l'épreuve en frappant l'armure avec une boule d'eau. Elle est choquée de le voir là, car elle pensait qu'il s'était inscrit à l'Institut de magie rouge. L'instructeur appelle alors le candidat suivant, qui est Harel. Il lance plusieurs dizaines de pointes de glace, brisant l'armure de mithril d'un seul coup. Il se retourne alors et commence à s'éloigner, car sa prochaine étape est l'Institut vert. Cependant, alors qu'il s'approche du bâtiment, il remarque Colette et s'approche d'elle pour lui demander si quelque chose ne va pas. Elle est surprise de le voir là, mais lorsqu'il lui demande pourquoi elle est accroupie dehors, elle lui répond qu'elle est tellement nerveuse qu'elle n'arrive même pas à entrer pour s'inscrire à l'examen. Elle lui demande ce qu'il fait d'habitude lorsqu'il est nerveux, mais en toute honnêteté, Harel ne s'est jamais senti nerveux de sa vie. Selon lui, la plupart des échecs dans la vie ne mènent pas à la mort, et cet examen d'admission n'est pas dangereux pour la vie, pour autant qu'il sache. Colette remercie Harel pour son aide et lui dit qu'elle va finalement passer le test, puis ils entrent tous les deux et s'inscrivent.
Harel est appelé en premier et on lui demande de lancer un sort de vent pour soulever un moulin à vent. Harel lance le sort, mais le détruit involontairement car il n'avait pas réalisé qu'il était fait de bois ordinaire. Tout le monde est impressionné par sa performance et l'instructeur appelle ensuite Colette pour qu'elle passe à son tour, mais elle est à nouveau nerveuse car elle n'est pas capable de faire quelque chose de similaire à ce qu'Harel vient de faire. Puis elle se souvient des paroles d'Harel et décide quand même de faire de son mieux. Pendant ce temps, Harel se rend dans les instituts jaunes et blancs pour passer ses examens. Une fois terminé, il se dirige vers l'institut noir, mais cet endroit semble vraiment délabré. Alors qu'il marche dans le couloir, il aperçoit une boîte en carton avec une paire d'yeux qui en sortent. Une seconde plus tard, une femme arrive en panique et lui demande s'il a vu un petit monstre. La femme court vers la boîte et est soulagée d'y trouver son animal de compagnie, qu'elle présente comme une chimère qu'elle a créée à partir d'un groupe d'animaux choisis au hasard. À ce moment précis, un squelette lui tape sur l'épaule et lui souhaite la bienvenue à l'Institut Noir, mais cela déclenche l'instinct d'Harel, qui lui coupe la tête par réflexe. Le squelette dit à Harel qu'il est vraiment impoli de couper la tête d'une dame de cette manière. Le squelette s'appelle Latalia et elle dit à Harel qu'elle est responsable de l'Institut Noir, mais comme ils reçoivent rarement des candidats, il n'y a pas d'examen, donc Harel est automatiquement accepté. La situation s'est avérée beaucoup plus étrange qu'il ne le pensait, mais le côté positif est qu'il a atteint son objectif d'être admis dans les 6 instituts. Harel montre ses cartes d'étudiant des écoles où il a été admis et Kufa n'arrive pas à croire qu'il ait réussi. Mais Harel se rend compte que les horaires des cours se chevauchent. Keto lui rappelle qu'il l'avait prévenu de ne pas postuler dans 6 écoles différentes en même temps, car il ne pourrait pas toutes les fréquenter. Harel fait remarquer que l'assiduité ne représente que 20% de la note nécessaire pour réussir l'examen. Comme la majeure partie de la note est basée sur les examens, il est certain qu'il réussira l'examen à condition d'obtenir une bonne note. Colette révèle que les informations les plus récentes qui font généralement l'objet des examens ne figurent pas dans le manuel scolaire. Harel leur demande alors de lui prêter leurs notes pour résoudre le problème, ce qu'ils acceptent. Comme l'école de magie noire est une école d'auto-apprentissage, cela lui permettra de se concentrer sur les écoles jaunes et blanches. Keto suggère qu'ils assistent ensemble à leur premier cours à l'école de magie rouge le premier jour. Ils entrent dans la classe, mais Royce les voit avant qu'ils puissent s'asseoir. Il l'ignore et passe à côté de lui. Royce leur crie dessus, furieux d'avoir été ignoré. Royce accuse Harel d'être un imposteur, car il est impossible qu'un magicien confirmé comme lui puisse perdre contre un simple enchanteur qui s'amuse avec des tours de salon. Harel révèle qu'il n'est pas un enchanteur et Royce suppose qu'Harel est un magicien et le félicite d'avoir atteint son niveau à un si jeune âge malgré le fait qu'il soit un nouvel élève. Harel nie être un magicien, et Royce commence à paniquer car la seule autre explication est qu'Harel soit un archimage de classe supérieure. Harel nie également être un archimage et Royce reste sans voix car il ne comprend plus ce qui se passe. Le professeur entre dans la classe et Royce lève immédiatement la main car il veut lui poser une question. Il demande au professeur de la classe d'Harel pourquoi il est la seule personne, à part lui, à avoir utilisé le sort d'éruption pendant l'examen. Le professeur révèle qu'Harel n'a pas de classe, et Royce est trop stupéfait pour comprendre ce que cela signifie. Le professeur annonce alors le début du cours et leur ordonne d'ouvrir leur manuel, puis commence à écrire des caractères magiques au tableau. Les caractères magiques sont déjà assez difficiles en soi, mais y ajouter l'orthographe et le vocabulaire rend l'apprentissage cauchemardesque. Pendant ce temps, Harel est surpris que l'académie commence par quelque chose d'aussi élémentaire. Le professeur révèle cependant qu'un nombre considérable d'entre eux n'ont pas encore mémorisé les caractères magiques ni la grammaire. Il explique que la seule raison pour laquelle ils peuvent utiliser la magie sans la connaître est grâce à leur talent naturel. Cependant, le professeur révèle qu'ils ont besoin d'une connaissance approfondie des caractères magiques pour utiliser la magie de manière plus fluide. Le professeur explique également qu'à un niveau plus élevé, ils acquerront la capacité de réorganiser les sorts afin de lancer des formes de magie plus complexes. Keto se demande si c'est ce qu'Harel a fait pendant les examens, et Harel admet qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une technique avancée. Il explique que son père mélangeait toujours les sorts avec aisance. Après le cours, Harel se rend à l'école de magie verte et rencontre Colette. Harel admet que l'école de magie verte semble intéressante, notamment pour la formation pratique qu'ils vont suivre sur la magie du vol. Colette est surprise, car il est impossible qu'il ait appris la magie avancée sans apprendre quelque chose d'aussi basique que le vol. Harel attribue cela à son éducation étrange, car son père avait trop peur des hauteurs pour lui apprendre à voler. La professeure leur demande d'imaginer qu'ils sont soulevés par un léger courant d'air. Elle commence à léviter et ajoute qu'ils peuvent écarter les bras et s'imaginer comme des oiseaux pour les aider à maîtriser la technique.
Harel se demande quoi faire, car la technique de la professeure ne fonctionne que si celui qui l'utilise connaît le sortilège, mais lui ne le connaît pas. Colette commence à léviter à côté de lui et est ravie d'avoir appris la technique. Harel essaie d'observer sa technique afin de pouvoir la reproduire, mais elle perd l'équilibre et tombe. Les autres élèves se moquent d'elle, mais elle se relève et révèle qu'elle n'a plus peur de se tromper et recommence à pratiquer la technique. Harel est impressionné par la rapidité avec laquelle Colette a appris la technique. Il comprend que la meilleure façon de reproduire l'explication de la professeure est de lancer un sort de tornade à ses pieds. Le sort le fait voler, mais la force ascensionnelle s'épuise et Harel tombe au sol. Un élève s'approche d'eux et se moque d'eux, les traitant de pathétiques. Le garçon montre sa maîtrise de la technique de vol. Il révèle qu'il étudie la magie du vol depuis qu'il est devenu enchanteur, raison pour laquelle il n'a jamais perdu une compétition. Harel ne sait pas ce qu'est une compétition, alors Colette lui explique qu'il s'agit d'un sport qui utilise la magie du vol. Les participants s'affrontent sur un parcours prédéfini pour voir qui atteindra le premier la ligne d'arrivée. Harel est intéressé par ce sport et accepte d'y participer, mais l'étudiant lui conseille d'apprendre à voler avant de s'intéresser à ce sport. L'élève demande à la professeure la date de la prochaine course aérienne et elle annonce qu'elle aura lieu dans 2 mois. L'élève conseille alors à Harel d'oublier de participer à la prochaine course, car il faut au moins 6 mois pour apprendre à voler. Mais Harel a déjà en tête une combinaison de sorts qu'il peut utiliser pour reproduire le vol. Calce giorno dopo, Colette, Cufa e Cheto passegiano di notte per I corridoi della scuola di magia verde. Quelques jours plus tard, Colette, Cufa et Cheto se promènent la nuit dans les couloirs de l'école de magie verte. Cheto se demande pourquoi Colette les a entraînés là-bas la nuit alors qu'ils devraient dormir, et elle révèle qu'elle a oublié quelque chose. Cufa explique qu'ils devraient se déplacer en groupe car des rumeurs circulent selon lesquelles des fantômes apparaissent dans la cour de l'école après le coucher du soleil. Cheto commence à paniquer et Cufa se moque de lui, car c'est le même garçon effrayé qui avait trop peur pour aller seul aux toilettes. Ils commencent à se disputer et Colette leur demande de se calmer, car leur bruit pourrait attirer le fantôme. Il se tourne vers elle et voit le fantôme entrer par la fenêtre derrière elle. Le fantôme ouvre la fenêtre et ferme la bouche de Colette pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Cheto reconnaît la voix et Harel enlève sa capuche pour révéler son visage. Harel révèle qu'il s'entraînait à voler autour de l'école depuis qu'il avait décidé de participer au concours. Cufa comprend qu'il est à l'origine des rumeurs de fantômes dans l'école, mais Cheto s'inquiète qu'Harel ne dorme pas assez. Harel le rassure en lui disant qu'il s'est entraîné à voler pendant son sommeil. Cheto reconnaît qu'il ne sera jamais aussi fort qu'Harel, mais il jure de commencer à s'entraîner seul, tout comme lui. Cufa et Colette promettent silencieusement de s'entraîner eux aussi, afin d'améliorer leurs compétences en matière de sorts. Ils quittent l'école et se disent au revoir, mais Harel se demande quoi faire maintenant qu'il est complètement réveillé. Il se rend chez Latalia et lui demande la permission d'entrer dans la bibliothèque. Il révèle qu'il lit tous les livres qu'il n'a pas chez lui, car ils pourraient contenir des informations utiles qui lui serviront à l'avenir. Latalia lui propose un travail à la bibliothèque car, contrairement aux autres, il ne se sent pas mal à la vue des livres de magie noire. Le lendemain, à l'école de magie rouge, le professeur écrit des sorts au tableau, mais Harel remarque une erreur. Harel révèle qu'il a dû mémoriser tous les sorts car ils ne lui viennent pas naturellement à l'esprit. Cheto se demande comment il a fait pour tout mémoriser et Harel révèle qu'il a créé des versions abrégées des plus longs pour l'aider à mieux les retenir. Le professeur l'invite à écrire son sort sur le tableau, et Harel s'approche avec assurance du tableau. Le professeur admet que le sort est théoriquement correct, mais fait remarquer qu'il ne comporte aucune mesure de sécurité, ce qui signifie que le sort explosera s'il échoue. Harel fait remarquer qu'il n'a pas besoin de protection contre une explosion car il bénéficie de la protection divine. Le professeur insiste sur le fait que la protection divine ne le protégera pas de la douleur, mais Harel insiste sur le fait qu'il peut la supporter tant qu'il ne meurt pas. Le professeur se rend compte qu'Harel maîtrise parfaitement les sorts. Il lui propose donc de passer un examen pour passer en 2e année. Royce demande à passer l'examen lui aussi et le professeur accepte. Le professeur les emmène dans une arène et annonce le début de l'examen de promotion pour les deux. Le professeur explique que la porte à l'autre bout du mur s'ouvrira et qu'un monstre apparaîtra. Leur objectif est de vaincre le monstre à distance grâce à leur magie. Ils demandent qui ira en premier, alors Royce se porte volontaire. Un minotaure apparaît et charge immédiatement Royce. Royce tente d'utiliser son sort d'éruption sur le minotaure, mais le monstre est trop rapide pour que le sort puisse l'atteindre. Harel remarque que son sort est plus puissant que la dernière fois qu'il l'a utilisé lors de l'examen, et le professeur reconnaît que c'est le résultat de son travail en classe.
Royce tente à plusieurs reprises d'utiliser le sort d'éruption sur le Minotaure, mais aucun d'entre eux n'atteint sa cible. Le professeur fait remarquer que l'éruption n'est pas le meilleur sort à utiliser sur une cible en mouvement, et Royce panique. Le Minotaure atteint Royce et s'apprête à le frapper, mais il disparaît soudainement. Le professeur assure que l'école ne permettra jamais que ses élèves soient maltraités et l'informe qu'il a échoué. Royce comprend que le professeur voulait lui faire comprendre tout ce qu'il lui reste à apprendre avant de pouvoir se considérer comme un sorcier accompli. Le professeur Baka informe Harel qu'ils ont préparé pour lui un monstre de la même espèce, mais qui semble plus grand et plus sombre que le précédent. Le gardien se précipite pour informer Baka qu'ils ont introduit un Minotaure de niveau supérieur. Le Minotaure charge Harel, qui tente de l'immobiliser avec 2 lances de feu, mais le monstre évite facilement ses sorts. Le professeur Baka conseille à Harel de sortir du parcours car il craint que le Minotaure ne brise la barrière qui est censée protéger les étudiants. Mais Harel refuse, car il est sûr de pouvoir le vaincre. Ses flèches de feu reviennent et frappent le Minotaure par derrière, l'immobilisant. Le professeur Baka se rend compte qu'Harel a donné à ses flèches un effet de traçage. Harel utilise alors son sort d'éruption pour vaincre le Minotaure, et le professeur Baka annonce qu'il a réussi l'examen. Il l'invite à suivre le cours de 2e année le lendemain. Keto annonce la nouvelle à Kufa et Colette, mais Harel n'est pas satisfait car il souhaite passer les examens de promotion dans d'autres écoles, car il est sûr de pouvoir les réussir avec les meilleures notes. Pendant ce temps, Rainer est toujours chez Harel, où Farah lui enseigne l'art culinaire. Dans la ville magique, Harel se rend à l'Institut Bleu pour demander à l'enseignant de pouvoir passer l'examen de promotion. Elle le rejette en lui disant que l'examen n'a lieu qu'une fois par an, mais il lui fait remarquer que selon le règlement, il peut le passer dès cette année, à condition qu'un professeur le recommande. Le professeur ne peut pas le nier, alors elle lui dit qu'elle va envisager cette possibilité, mais seulement s'il commence à prendre ses cours au sérieux. Mais la seule raison pour laquelle il veut passer l'examen, c'est justement pour éviter d'avoir à suivre un tas de cours inutiles. L'enseignante est profondément offensée par le fait qu'Harel pense que ses cours sont inutiles, mais il voulait seulement dire qu'il est trop avancé pour rester bloqué à apprendre les bases, et qu'il voulait donc passer au niveau supérieur. La professeure le prend comme un défi personnel et dit à Harel qu'il ferait mieux de se préparer à prouver qu'il est vraiment trop avancé pour sa classe. La professeure Angèle l'emmène dans la zone d'examen tandis que Kufa observe depuis les gradins, un peu inquiète car elle dépasse les limites en défiant Angèle, car elle est sur le point de devenir une archimage. L'épreuve qu'Harel a acceptée est un faux combat entre lui et Angèle, et si Harel parvient à épuiser toute la protection divine de Angèle avec sa magie, alors il gagne. Angèle a l'intention de lui montrer la véritable différence entre les compétences d'un professeur et celles d'un élève pathétique comme lui. Elle lance une puissante tempête de glace juste à côté d'Harel, le congelant dans un bloc de glace. Cependant, Harel brise la glace d'un coup de poing et il s'avère qu'il a en fait bloqué sa tempête de glace en créant 4 boucliers de glace. Harel lance ensuite une douzaine de flèches de glace, et Angèle trouve amusant qu'il utilise un sort aussi simple pour l'attaquer. Mais Harel génère 50 autres flèches de glace, ce qui amène Angèle à réaliser qu'il est peut-être plus doué qu'elle ne le pensait. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle pense qu'Harel est meilleur qu'elle, alors Angèle lance ses flèches de glace pour annuler celles créées par Harel. Elle dit qu'elle pourrait facilement en créer 2 fois plus et Harel décide de relever le défi. Il double alors la quantité de flèches de glace. Angèle fait de même, mais Harel crée alors 100 flèches supplémentaires. Angèle comprend immédiatement qu'elle ne peut pas rivaliser seule avec autant de flèches. Elle change de tactique et crée un mur de glace pour se protéger. Harel interrompt son assaut de pointe de glace et déclare que le moment est venu pour son attaque finale. Angèle pense qu'il délire, car il est impossible de briser un mur de glace aussi épais, mais Harel lui dit qu'il a intentionnellement utilisé sa glace pour épaissir les parois du mur. Elle ne l'a peut-être pas remarqué, mais à ce moment-là, rien ne la protège des attaques aériennes. Harel invoque immédiatement un glaçon qui tombe du haut, et Angèle tente de bloquer le haut avec un bouclier de glace, mais la puissance du sort d'Harel est trop forte pour elle et elle finit par être submergée. Plus tard dans la journée, Harel rencontre les autres. Kufa leur raconte tout de son combat contre Angèle. Comme il a prouvé sa force contre elle, Angèle lui a dit qu'il pouvait passer l'examen et passer directement en 2e année. Harel décide alors de se rendre à l'Institut Vert pour faire la même demande, mais l'instructrice lui dit qu'elle ne peut rien faire. Elle explique que tous les instituts ne partagent pas les mêmes règles et qu'ici, ils sont très stricts en ce qui concerne la procédure d'examen de promotion. L'instructrice trouve une note du directeur qui a personnellement autorisé des étudiants exceptionnels à sauter une année. Harel pense que cela pourrait être sa chance.
Mais l'enseignante lui dit qu'il vaut mieux ne pas déranger le directeur pour le moment, car s'il l'interrompt alors qu'il est occupé à des questions scolaires importantes, cela pourrait être un motif d'expulsion. Colette intervient et dit qu'elle a une idée, car la compétition de vol est imminente et la tradition veut que le vainqueur de la compétition reçoive les félicitations du directeur de l'école. Cela signifie que si Arel parvient à remporter la course, il aura fait ses preuves auprès du directeur. Le jour de la course, Arel entre sur le terrain, encouragé par les autres depuis le bord du terrain. Mais un instant plus tard, le garçon qui l'avait défié lors d'une course quelques mois auparavant apparaît. Il s'appelle Skyke et il dit qu'il va facilement gagner la course, mais Arel répond que c'est lui qui a l'intention de gagner la course. Skyke est offensé parce que quelqu'un qui, il y a quelques semaines à peine, arrivait à peine à décoller du sol pense pouvoir le battre dans la course. À ce moment précis, l'annonceur Grid attire l'attention de tout le monde et leur dit que la course aérienne va commencer. Le parcours commence ici, à l'Institut Vert, sort par la porte principale de la ville magique, puis fait le tour du périmètre de la ville avant de revenir ici. Le directeur est également présent aujourd'hui, il vaut donc mieux que tout le monde donne le meilleur de soi-même si l'on veut l'impressionner. L'instructeur Dumble est également présent pour commenter en direct les événements de la course et toutes les filles semblent l'apprécier beaucoup. Keto dit que Dumble est un homme marié et qu'il a 20 ans de plus qu'elle, mais les filles semblent s'en moquer. Au début de la course, tous les participants s'élancent en même temps et semblent faire de leur mieux pour prendre la tête. Mais il y a Marco, qui réussit d'une manière ou d'une autre à s'écraser contre la tribune du public. Quant au reste des concurrents, le groupe de tête s'est réduit à environ 15 participants. Parmi eux se trouve la leader, Dion, de la 3e classe, et la plupart des personnes derrière elle sont de la 2e ou de la 3e classe. Grid et Dumble remarquent cependant qu'il y a 2 nouveaux visages de la 1re classe, Arel et Skyke. Skyke est surpris qu'Arel parvienne à le suivre, mais celui-ci répond que cela ne devrait pas être une surprise, car tout le monde roule relativement lentement afin de conserver son énergie pour le reste de la course. Peu après, Grid annonce que le premier grand obstacle de la course approche, où les élèves devront passer par la porte principale puis effectuer un virage serré à gauche. Cela peut sembler simple, mais 2 des participants ont déjà échoué au virage car ils n'ont pas réussi à manœuvrer. Skyke est très fier de lui car il est sûr qu'Arel ne serait pas capable d'effectuer une telle manœuvre avec seulement quelques mois d'entraînement. Mais à sa grande surprise, Arel est toujours juste derrière lui. Le groupe de tête s'est encore réduit. Dion commence à accélérer, laissant tous les autres dans la poussière. Mais tout le monde est surpris de voir que les élèves de 1re classe parviennent à la suivre. Dion accélère alors et Skyke n'en croit pas ses yeux, car il ne savait pas qu'elle n'était pas déjà à pleine vitesse. Ainsi, même s'il déteste l'admettre, Skyke n'a désormais plus aucune chance de remporter la course. Grid et Dumble remarquent que Skyke n'accélère plus, ce qui signifie qu'il a dû atteindre sa limite. Cependant, il semble que Dion ait encore quelques rivaux, car Arel l'a rattrapé et est sur le point de la dépasser. Dion refuse de lui céder la 1re place, alors elle commence à rouler à pleine vitesse pour le semer. Arel a commencé à apprendre la magie du vol il y a seulement 2 mois, donc, à l'heure actuelle, c'est la vitesse maximale qu'il peut atteindre, mais il doit faire quelque chose pour suivre Dion. Il décide donc d'utiliser son arme secrète. Il comprime l'air sous ses pieds, puis se propulse à une vitesse fulgurante, laissant tout le monde stupéfait, car personne ne l'avait jamais vu se déplacer de cette manière auparavant. Dumble se rend compte qu'Arel est pratiquement en train de sauter dans les airs. La magie du vent permet de comprimer l'air sous les pieds pour créer une plateforme solide, mais la poussée obtenue ainsi serait négligeable. Pour qu'Arel obtienne une poussée aussi importante, ses jambes doivent donc être incroyablement puissantes. Arel continue de suivre la vitesse maximale de Dion, mais il se rapproche rapidement de la porte de la ville. Ils devront ralentir s'ils ne veulent pas s'écraser. Dion tente de dépasser Arel, mais elle est finalement obligée de ralentir car elle sait qu'elle ne pourra pas prendre le virage à cette vitesse. Arel, quant à lui, continue de courir et, juste avant d'arriver au virage, il donne un coup de poing dans l'air pour changer de direction. Il est ainsi officiellement couronné vainqueur de la course de vol. Dion s'approche pour féliciter Arel pour sa victoire, car elle sait qu'il s'est beaucoup entraîné pour se préparer. Quelques instants plus tard, Skyke franchit la ligne d'arrivée, remportant la 3e place. Plus tard, Arel est approché par le directeur qui lui remet son certificat de vol et la médaille de la 1re place. Mais avant de partir, Arel dit qu'il a une faveur à demander. Il dit qu'il veut être promu en 2e classe. Comme il a déjà démontré ses excellentes compétences en magie du vent lors de la compétition, le directeur lui accorde la promotion.
Harel est désormais officiellement en deuxième année dans les instituts vert, bleu et rouge, mais il doit encore trouver un moyen d'être promu dans les 3 autres écoles. C'était la fin de l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé.